Thomas, bienvenue. On parle ensemble du film Soulèvement que nous avons découvert hier de manière un petit peu chaotique. Par rapport au temps, bien sûr. Bon, chaotique, c'est peut-être aussi un mot qui, voilà, peut-être approprié pour un sujet comme celui-ci. J'ai rappelé rapidement ta filmographie hier soir. Personnellement, je n'ai vu que le film précédent, l'hypothèse démocratique, qui est une histoire basque. Mais toi, tu m'as dit que tu venais du livre. Et je trouve ça très intéressant parce que tu réalises des films depuis plus d'une quinzaine d'années. Et j'ajoute une chose, c'est qu'au générique du film, le film a été coproduit par une société qui s'appelle Sister Productions et qui est basée à Bordeaux, et par la Bande Passante. Et la Bande Passante, je crois que c'est une association, et c'est une association que tu as créée, et où on retrouve, alors je me permets de citer ce que j'ai lu, créer des instruments pertinents de diffusion, valorisation des idées et confrontation intellectuelle et politique à destination d'un large public. Large public, ça me semble être quelque chose d'assez décisif. Développer une contre-expertise politique qui soit accessible au plus grand nombre et qui soit un centre de ressources. Ça, c'est la Bande Passante. Tu peux peut-être nous en dire un mot, mais ce que je voulais te demander, c'est le besoin, à un moment dans ton parcours de réflexion et de création, de prendre une caméra pour porter ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors ça, c'est une vaste question. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Donc effectivement, je viens du livre, dans le sens où, pour des raisons économiques, dans ma primo-jeunesse, j'ai été obligé de travailler très très tôt. Donc je suis d'abord devenu bibliothécaire avant de devenir éditeur, et surtout de fonder une revue de pensée critique internationale qui s'appelait Le Passant Ordinaire. Avec qui auprès de laquelle j'ai fait mes classes, on va dire ça comme ça. De très bonnes classes, parce qu'il y avait à peu près toutes les grands groupes de la pensée critique internationale qui se côtoyaient là, avec leur chef de file. Et cette revue indépendante de pensée critique, donc, était la première en termes de diffusion en Europe. Elle a été agressée à un moment donné par un ministre de l'Intérieur, là encore, en 2004-2005, qui s'appelait Sarkozy, qui nous a fait en sorte de nous supprimer les aides à l'emploi de la structure, et qui a porté un coup fatal à ce très beau collectif, parce qu'il était parfaitement polyphonique dans ses écritures, en embrassant les sciences sociales, la philosophie politique, qui moi m'était très chère, mais aussi les littératures contemporaines et les expressions artistiques qui allaient de la photographie, qui était très présente dans la revue, mais qui passait évidemment par le cinéma, la danse contemporaine et autres expressions artistiques. Et c'est vrai que c'était un lieu de formation très riche pour moi, et je l'espère pour les lecteurs de l'époque. Parallèlement à cette revue, on avait un festival qui s'appelait les Rio, les Rencontres internationales de l'ordinaire, qui faisait se rencontrer les littératures, les sciences humaines et sociales et les cinémas. Ça se passait à Bordeaux, de 98, l'ouverture du cinéma Utopia à Bordeaux-Saint-Siméon, à 2005. Et c'est vrai que c'était un endroit de rencontre et évidemment de démonstration, mais comme vous le faites ici, à plus grande échelle, d'expression artistique et en l'occurrence aussi de pensée. Je dis ça parce qu'évidemment, en étant le fondateur de ce festival, j'étais très, moi, imprégné du cinéma, par le cinéma. Je ne sais pas si on peut dire que je suis cinéphile ou pas, mais enfin, en tout cas,
suffisamment concerné pour avoir envie de le mettre en discussion et de le faire se rencontrer aussi avec, avec ses formes écrites, voilà, autres. Et c'est vrai que c'est dans ces années-là où j'ai commencé à prendre des caméras, à filmer, à commencer à filmer, enfin à tenter en tout cas, de filmer la pensée, qui était un enjeu pour moi assez important, savoir comment on pouvait diffuser ce qui se pensait dans ces laboratoires dans ces laboratoires intellectuels, enfin voilà, et comment l'adresser. Ça, c'est vraiment une question centrale que tu as soulignée à 2 reprises, mais au plus grand nombre. Donc, d'où cette envie à la fois d'appeler les différentes expressions artistiques, mais aussi le cinéma avec l'ensemble de ces véhicules narratifs qu'il porte. Et c'est donc en 2007, après avoir lancé un mouvement collectif qui s'appelait l'autre campagne, donc qui précédait les élections, les fameuses élections de 2007 qui ont vu l'accession au pouvoir de Sarkozy, où on tentait, avec des chercheurs, des praticiens, des militants, des militantes, de se confronter à ce que pourrait être un programme électoral qui allait des politiques familiales aux politiques internationales, mais à partir effectivement des dysfonctionnements forts de la société, et comment, avec les acteurs de cette même société, on pouvait penser hors des structures politiques, donc depuis la société civile, dite civile, je ne sais pas, on y reviendra peut-être, comment on peut penser ces programmes. Donc c'était une énorme machine. On était nombreux, on était plus de 180. Ça a donné lieu à un site, à plein de choses, plein de rencontres et de débats, mais aussi à un livre, à la découverte, qui était préfacé au passage par Lucie et Raymond Aubrac. Un couple extrêmement important dans mon itinéraire. Peut-être qu'on va y revenir aussi. Et à ce moment-là, Libé m'a demandé de faire, non pas de prendre ma plume, ce que je faisais par ailleurs, mais d'essayer de faire des portraits d'idées filmés. C'était de la vidéo à l'époque. Et on va dire que c'est vraiment là que j'ai fait mes classes. Très bien, mais ça permet effectivement de savoir un petit peu d'où tu viens, d'où tu parles. Alors, le début du film commence par du son, mais juste avant, il y a un carton qui nous explique ce que tu as dit devant l'écran hier, la création des soulèvements de la Terre en janvier 21, et puis printemps 2023, Sainte-Soline, la tentative la criminalisation du mouvement par l'État, et c'est là que ton projet de film démarre. Est-ce que donc, tu peux nous dire donc la raison pour laquelle, après l'hypothèse démocratique, une histoire basque, tu te lances dans ce projet avec les soulèvements, et tu vas nous expliquer aussi effectivement comment ça se passe, cette prise de contact. Ouais. Excusez-moi. Ben oui, face à cette violence qui est opposée à ce tout jeune mouvement, donc tu le rappelles, hein, il est né en janvier 21, donc là on est au printemps 23. Il y avait cette question assez énorme, hein, de savoir comment une société, comment un État peut arriver à condamner sa jeunesse ou à criminaliser sa jeunesse, cherche à criminaliser sa jeunesse quand celle-ci
travaille à la défense des communs et essaie de renverser la marche funeste de notre monde en essayant d'inverser le cours des choses, de l'écocide dans le même état et partie prenante. Condamner une jeunesse, sa propre jeunesse, enfin, c'est des mots, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est quand même, voilà, quelque chose de... Enfin, là, on est dans le sérieux, dans le tranchant et dans le tragique. Et je sortais donc effectivement d'un film, l'hypothèse démocratique, donc une histoire basque, qui relatait l'histoire d'un conflit armé et surtout qui se posait, c'est une vieille question qui était charriée d'ailleurs autrefois par le passant, de comment on pense la sortie des conflits armés. On l'a vu par la dernière question du dernier débat, comment cette question son actualité. Et au cœur de ce film se posait la question, une grosse question philosophique ou philospolitique, qui est l'égalité versus légitimité. Voilà. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est légitime? Et comment penser la légitimité face à l'égalité aujourd'hui? Pour moi, on était avec ce qui s'inventait et ce qui est porté aujourd'hui par les soulèvements de la Terre, on était vraiment au cœur de cette grosse question. Et donc, dans un tout premier temps, avant même de penser de faire un film avec eux, je leur ai proposé de les accompagner dans leur réflexion de stratégie de défense face aux violences et la criminalisation que l'État essayait de leur imposer. Et donc, pour eux, c'était très compliqué de discuter à ce moment-là avec moi. Je peux te couper parce que quand tu dis « je leur ai proposé », mais comment ça se passe? À qui tu parles? Enfin, j'imagine que tu étais en contact avec un certain nombre de militants. Voilà, on va dire que je m'adresse au cœur du réacteur du soulèvement de la Terre. Je ne sais pas que au cœur du réacteur, je suis au cœur des soulèvements de la Terre, qui est un très beau cœur. Et donc, par l'intermédiaire de mon premier assistant, William Fujiwara, qui les connaît très bien, je fais porter ce message au cœur des soulèvements. Et le cœur des soulèvements, à ce moment-là, il est un peu en arythmie, dans la mesure où il découvre, alors pas pour l'intégralité des individus et des personnes qui composent ce mouvement, mais le mouvement découvre ce que c'est que la répression et ce qu'est l'ampleur de ce qu'est une police antiterroriste. Donc c'est un moment où le cœur est un peu en arythmie, un peu en repli, en forte tension en tout cas. La réponse à mon message n'est pas venue tout de suite au mois de juin. Voilà. Et ce n'est qu'au début juillet, lors du Festival d'Avignon, donc 23, qu'on a pu établir un premier vrai contact en face à face. Et donc après, multiples discussions. Assez rapidement, c'est dégagé l'idée de faire le film. De faire un film qui ne soit pas un film adressé au soulèvement, évidemment, mais un film donc fait de l'extérieur et qui s'adresse, là encore, au plus grand nombre. Voilà, en essayant de charrier aussi ces questions et de faire cinéma. Donc, voilà. Et en l'occurrence, en s'adressant au cœur, tu t'adresses à tout le réseau des comités, indirectement, c'est ça. Alors, l'idée d'un film, toi, tu l'as portée certainement assez naturellement. De l'autre côté, parce que je pense que c'est une question qu'on se pose devant le film, apparaître devant une caméra pour toutes ces femmes et hommes
Ça n'est pas une évidence, ça paraît... alors, voilà, cette fameuse question de l'image, de la caméra et du film. Effectivement, pour eux, en particulier dans cette séquence, dans cette fenêtre, c'était très 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 compliqué d'apparaître face caméra à visage découvert. Et là, encore une fois, on revient à l'hypothèse démocratique. J'avais la chance d'avoir fait ce pari réfléchi, hein, mais avec donc les combattantes et combattants basques qui étaient impliqués dans la transformation du conflit au Pays Basque, de leur proposer, et malgré le fait que pour certaines et certains, ils étaient recherchés depuis des dizaines et dizaines d'années par différentes polices, avaient toutes et tous accepté d'apparaître visage caméra. Face caméra, enfin visage découvert, merci. Et donc fort de cette expérience et de l'institution, de la façon dont ces visages, ces corps et cette pensée avaient pu opérer au Pays Basque, en Espagne, en France et ailleurs, riche donc de cette expérience-là, je leur ai dit, je pense qu'effectivement, ce qui serait désarmant pour l'État, ça serait effectivement de montrer ce qu'on disait hier soir en introduction, la dignité de vos visages et l'étendue de vos paysages, qu'ils soient intellectuels, affectifs, singuliers chez chacune et chacun, mais aussi évidemment l'étendue, l'ampleur, la richesse de la composition qu'ils arrivent à mailler aujourd'hui. Voilà, c'est notre... Et du coup, tu as donc, disons-le assez simplement, j'imagine un très grand nombre de rencontres et de discussions sur, entre guillemets, peut-être un cahier des charges du film. Enfin, en tout cas, toi, ce que tu souhaitais interroger, eux, ce qu'ils étaient en capacité de te répondre. Et alors, peut-être explique-nous, puisqu'à la fin, on a une quinzaine de personnes, une quinzaine de portraits, une quinzaine de visages, et bien entendu, on se pose la question de savoir pourquoi eux. Et là, bon, c'est un travail qui se fait aussi en écriture, au montage, bien entendu. Mais alors, est-ce que tu... Et la question évidemment sous-jacente, c'est que j'imagine tu as fait un grand voyage avec les soulèvements. On voyage beaucoup dans ton film. On voyage beaucoup, ouais, mais il y avait cette idée effectivement de proposer un voyage dans une géographie humaine non vue, non sue. Donc, si on déroule comme ça, tes questions portent à dérouler l'écriture du film, enfin la façon dont ça c'est pour nous aussi composé. Là, on se retrouve au mois de décembre, donc toujours 23, et là, le régime de confiance est suffisamment haut pour que les soulèvements acceptent d'abord pleinement l'idée du film et cette idée d'apparaître face caméra, à visage découvert, suffisamment haut aussi pour que dans le même temps, ils nous confient l'ensemble de leurs archives, écrites, audio et visuelles, avec des images animées ou des images fixes, ce qui était un vrai très beau cadeau, et suffisamment aussi, ce registre de confiance est suffisamment fort pour qu'on s'entende sur le fait qu'on ne ferait pas un film militant, en aucun cas. On ne serait pas dans le récitatif, on ne sera pas dans le didactique, on ne sera sûrement pas dans le dévoilement d'un organigramme ou je ne sais quoi. Enfin, on ne va pas faire le boulot de la police, c'est pas mes fonctions. Mais par contre, on va tenter ensemble un pari un peu dingue, de filmer de la pensée et de faire cinéma autour. À partir de
de la singularité des personnes qui constituent ce mouvement, de la singularité de l'inflexion de leur trajectoire, à partir de leur façon d'habiter les territoires, à partir dans ces territoires des luttes qu'ils vont y mener, et des savoirs et des savoir-faire. Je pense que savoir-faire est plus intéressant que savoir, là, qu'ils amènent chacune et chacun au pot commun de ce mouvement. Et avec cette idée que, alors ça c'est un vrai pari, que par ces rencontres singulières, une à une en se dévoilant, on va par un lent effet de sédimentation, peu à peu dresser le paysage du collectif. Ce qui n'est pas gagné, vous voyez, ce qui n'est pas tout à fait gagné pour un mouvement qui se veut anonyme, collectif, de partir du singulier pour dresser lentement le collectif. Le pari n'était pas... Mais là, je sentais qu'il y avait possibilité, évidemment, de faire cinéma du côté du sensible, du réflexif, certes, mais essayer d'amener tous ces entretiens, et cette composition qui n'était pas encore, on était au début de l'écriture, hein, le documentaire. Contrairement à la fiction, si on pense à un cadre général, mais après on écrit tout en faisant. Hein, c'est pas un tombe en avant, mais ça se fait en marchant, quoi. Mais il y avait cette idée qui était déjà là. Il y avait une autre idée qui était importante, c'est que je ne voulais pas filmer les actions. Et ça, c'était dans le contrat de base. C'est-à-dire, je ne voulais pas que le cinéma qu'on pourrait produire esthétise la lutte. C'était pas l'objet du tout. Par contre, comme effectivement on avait accès à ces archives, tout de suite j'ai pensé à l'idée d'avoir dans cette construction donc de ces rencontres une à une, voilà, à la fois des stases dans ce récit qui nous permettent de faire rentrer un autre véhicule narratif pour le regardant, qui est ce que j'appelais moi à l'époque les sensoriums. C'est ces moments où on fait jouer à la fois la mémoire des protagonistes, à la fois la mémoire du mouvement, et peut-être, et ça vraiment ça m'intéresse, peut-être pour le public, quelque chose comme un espace de songe, en tout cas où ils puissent reprendre la main, voilà. Et donc, voilà, donc il y avait vraiment cette idée dès le début d'essayer de composer ces sensoriums avec ces effets de juxtaposition, de différents régimes d'images, voilà. Alors il n'y avait pas encore Florencia, mais bon, qui va être après enrichi, mais ultérieurement par le travail de Florencia Di Concilio, une compositrice que j'aime beaucoup, uruguayenne, qui travaille essentiellement pour le cinéma, mais pas que. Et voilà, est-ce que je réponds à ta question ? Oui, mais du coup... le voyage. Oui, après le voyage, mais on pense le casting. Voilà, au casting et à la première qui apparaît et qui est extrêmement émue dans l'entretien, donc qui correspond assez bien à ce qui se joue humainement et individuellement dans la lutte collective, pour quelqu'un qui nous explique le trajet qu'elle a fait. Le trajet qu'elle a fait pour arriver à son métier de paysanne et, in fine, s'engager dans la lutte des soulèvements. Ouais. Donc, pareil, comme on avait eu ce régime de confiance était très haut, était établi et très haut, je voulais avoir d'emblée avec le spectateur la même proposition, en tout cas de régime de confiance, c'est-à-dire ne pas tricher non plus d'où on part. On part bien de Printemps 23, d'où ce récitatif, ce préambule au film, en quelque sorte. On est en amont du titre du film,
de ce récit d'arrestation de cette jeune femme qui donc se retrouve nue à 5h du matin dans son jardin avec plus de 100 flics autour d'elle. Voilà, donc cette idée de saisissement, et qui était le mien, qui était le mien au départ comme premier spectateur de ce qu'il vivait, à ce moment-là. Bon, donc je voulais ça, ce saisissement, et après effectivement montrer cette série de contre-pieds qu'on retrouve à peu près chez tous les personnes qui composent les soulèvements de la Terre. Des personnes donc, qui ont des trajectoires très belles, pour moi très belles, pour moi cette espèce de comète qui éclaire nos ciels, nos nuits, où effectivement qu'on découvre cette personne qui nous dit qu'après ses études donc, supérieures, très solides, elle a connu les ministères avant d'être fromagère, puis éleveuse, et par ailleurs pratiqué l'art de la boucherie. Avec un soin, parce qu'elle veut prendre soin jusqu'au bout de ses bêtes, avec qui elle a une relation, de ses vaches en l'occurrence, et pas que parce qu'elle a des cochons, mais elle a une relation absolument incroyable. Et oui, c'était aussi témoigner auprès du plus grand nombre des contre-pieds que j'ai moi-même vécu en les rencontrant. Et donc, mais pour revenir au casting, effectivement, au casting, c'est un mot de jargon cinématographique qui n'est pas très très joli, mais de la composition des protagonistes du film, là c'était un travail en commun, parce que évidemment, moi je n'ai pas la prétention de connaître tous les soulèvements, c'était juste pas possible en si peu de temps. Et donc c'était un travail. Alors j'ai assisté à des interludes, excusez-moi, des interludes. Donc ce sont des temps sur un week-end où les soulèvements avec l'ensemble des plus de 150, 160 maintenant comités locaux, où les soulèvements se rencontrent et décident ensemble des luttes qu'ils vont soutenir collectivement, donc nationalement, pour la prochaine saison. Donc c'est une saison chez eux fait 6 mois. Et là, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le caractère intergénérationnel de ce mouvement. Il y avait plus de 4 générations, je ne déconne pas, qui étaient présentes là, à ce week-end. Et donc tout de suite, je me suis dit, de fait, le film doit en témoigner. Donc, mouvement intergénérationnel porté par la jeunesse massivement. Bien sûr, celle qui est la plus nombreuse, mais clairement, il y a 3 voire 4 générations. Il y avait des jeunes gens de vraiment moins de 20 ans qui étaient présents en nombre, et il y avait vraiment des gens de plus de 80 ans qui étaient là et qui je vais garder je me répète beaucoup là, mais qui composaient ensemble, qui arrivaient à élaborer, et pas qu'à élaborer, à partager aussi leur savoir, leur expérience. C'est quelque chose de très très frappant, l'attention portée par les soulèvements à l'histoire du mouvement ouvrier, paysan. Alors là, je fais une parenthèse, je vous recommande vraiment la lecture de Première Secousse, édité aux éditions de La Fabrique. C'est vraiment un très très bel ouvrage qui vient de sortir et qui est là-dessus, qui dévoile un petit peu la richesse des soubassements intellectuels de ce mouvement, et qui partage, qui discute en permanence avec le monde, vraiment dans une ouverture assez incroyable. Donc, là je me perds, mais... Non, alors, juste l'idée du voyage, oui, également, puisque, et après on vous donne la parole. L'idée du voyage, tu l'as dit, nous on se posait la question de savoir effectivement de quelle manière tu avais fait participer aussi à
à la vie des soulèvements et à leur rassemblement. Mais l'idée de ce voyage, puisqu'il y a aussi des prises de vue que tu as faites, et voilà, je sais plus le mot que tu viens d'employer pour me dire là comme ça, c'est à la fois l'environnement dans lequel évoluent tes protagonistes, la région, la nature dans laquelle ils évoluent. Je pense que voilà, ce filmage de la nature, moi j'aime tout particulièrement, est assez impressionnant. C'est le travelling qui nous emmène dans les Alpes, avec en plus le chant. Celui-là est assez... Et qu'on arrive sur le glacier, là, ça c'est... ouais, c'est plein de grande émotion à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est un moment très très fort. Même sur le tournage, c'était un moment très très fort. Il y avait cette envie donc après de partager donc avec le plus grand nombre cette idée de cette géographie humaine méconnue, non vue, non su, de faire, de révéler, de faire sentir et expérimenter ce qui était invisibilisé. Et donc, parce que évidemment, on a tous en tête ces luttes phares que sont les méga-bassines ou la 69. Mais évidemment, en participant à ces interludes, on découvre qu'il y a une multitude de luttes qui sont, elles, beaucoup plus invisibilisées, méconnues, et pourtant victorieuses pour bon nombre d'entre elles. Qui sont portés par les soulèvements. Quand on dit ces luttes sont portées par les soulèvements, c'est pas tout à fait vrai. Ce sont des luttes locales qui, parce qu'elles arrivent à un seuil max de mobilisation, qui appellent les soulèvements, et les soulèvements, donc en venant participer à ces temps de réflexifs, de préparatoires des prochaines saisons, et les soulèvements viennent en renfort en fait sur ces luttes, ils viennent éclairer, Et donc j'avais très envie de montrer cette géographie. Alors avec tout le problème du film, et là on va revenir à tes premières questions, hein, de bien faire gaffe à pas de jouer aux flics, c'est-à-dire que évidemment vous avez remarqué que dans le film il n'y a pas de prénom dit non, il n'y a pas de jeu JE. Il n'y a pas, on ne dévoile pas les habitats des protagonistes, etc., etc. Bon, voilà. Donc ça, il y a ce minimum évidemment éthique, qui doit être défendu et posé par le film. Mais cette envie, par contre, oui, de donner à voir cette géographie humaine méconnue et de fonctionner comme ça plus déployer une carte qui fonctionne plus par bassin versant que par la centralité parisienne. Et ce qui est beau, c'est qu'effectivement, il y a cette question de la solidarité entre les territoires. De fait, c'est très fort. Voilà. Et juste après le micro, mais j'ai vu qu'au générique, ton monteur était Gilles Volta. Pour ceux qui nous suivent, là, vous vous souvenez peut-être d'avoir vu Je ne sais pas où vous serez demain, un film où le réalisateur Emmanuel Roy avait introduit sa caméra dans le centre de rétention de Marseille, et c'était monté par Gilles Volta. Et l'année dernière, on avait passé un film qui s'appelle Living America, de Marie-Pierre Berretas. C'était également Gilles. Voilà, ça c'est pas... Voilà, un monteur substantiel. Un monteur et un homme substantiel. C'est un monteur qui a la particularité de voyager entre la fiction et le documentaire, et qui a une éthique bouleversante. Alors à vous, monsieur. Voilà. Comme il faut parler du reparle, donc je fais partie des 200 personnes qui, en janvier 2023, ont participé à la création du Flamand de laser pendant 3 jours. Donc, pour me situer, donc, je suis un coprésident d'un mouvement qui s'appelle Notre-Dame Poursuivre Ensemble, donc de citoyens qui ont lutté pendant 15 ans dans Notre-Dame-des-Landes et qui continuent à lutter et soutenir toutes les luttes locales.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est ça, voilà, que tu n'as pas voulu en faire un film didactique, que c'est des personnages, en plus des femmes. Parce que c'est un mouvement extrêmement féministe. Le côté intéressant aussi, c'est les deux couples, père-fille et puis père-fils, c'est très important, qui apporte quelque chose de super intéressant, en particulier père et la fille, parce que ça m'a rappelé le discours de certains paysans du Larzac qui avaient dit je votais à droite et j'ai changé complètement dans la lutte, et qu'on voit ce père-là. Donc ça, c'est super intéressant. Et ce que tu as bien précisé à la fin, que je voulais ajouter, ce que tu n'avais pas dit au départ, c'est qu'il y a 2 stades dans le mouvement de soulèvement de la Terre. Il y a jusqu'à 2013 et la lutte, la répression qu'il y a pu avoir, en sachant que le soulèvement de la Terre, le but du soulèvement de la Terre, ça a été de trouver, pas une association, un mouvement qui était au service des luttes. Jamais le soulèvement de la Terre dira on va lancer. C'est couvert. Donc on voit bien que Sainte-Soline, c'est une association qui les a invités à notre maison la première fois, et c'est la lutte de Sainte-Soline qui s'organise comme celle de Saint-Colomban, expliquée par les Sables, et c'est l'appui. Mais après, comme tu dis, il y a tellement de luttes en France, c'est-à-dire que ça peut se faire que parce que le soulèvement de la Terre a une énorme logistique, issu de l'expérience des Landes, mais pas que ça, parce qu'il y a dedans, il y a Extinction Rebellion, il y a plein d'autres mouvements, et en particulier aussi, n'oublions pas, le soulèvement de la Terre travaille en coopération très, très proche avec la Confédération paysanne. Donc voilà. Et la deuxième lutte, c'est la même chose, c'est on fait une répression, comme il y avait une répression en 2012 dans le des Landes, et à un coup, plein de comités secrets. L'État a fait une répression, a fait une erreur, pratiquement encore, tactique, a fait une répression, et il y a plein de comités, et qui fait que, en fin de compte, en faisant cette répression qu'on peut avoir, même si c'est une jeune fille qu'au début, elle n'a pas été arrêtée, c'est son compagnon qui a été arrêté, eh bien, ça a foisonné le mouvement, et ce qui fait qu'il y a plein de comités maintenant, et les comités peuvent maintenant s'organiser et appuyer les luttes. Voilà. Oui, c'est très important de souligner ça. Enfin, quand on parle de largesse de composition, c'est que c'est effectivement une jeunesse, alors pour partie une jeunesse issue des mouvements pour la lutte pour défendre la défense du climat. Donc des mouvements de 98, donc de très jeunes gens là, des paysannes, des paysans qui travaillent à défendre une agriculture agroécologique et qui défendent leurs terres et les communs qui vont avec. Donc voilà, c'est aussi des personnes issues plus de militants qui se sont engagés sur les zones à défendre, donc les ZAD, et également des citoyennes et des citoyens et leurs collectifs locaux qui défendent leur paysage, les lieux où ils vivent et habitent. Voilà, et ça c'est ce premier groupe, et qui est renforcé par une série de syndicats, la Conf paysanne évidemment, Solidaire, des associations plus généralistes comme Attaque, etc., etc. Voilà, et donc j'avais une autre chose à dire, mais bon, c'est pas grave, ça m'échappe. Monsieur. J'ai pas vu malheureusement l'intégralité du film hier soir, mais je me rattraperai. Mais j'ai quand même eu le temps de voir au générique France Télévisions, qui pour moi quand même participe à la propagande gouvernementale et à minima invisibilise les luttes dont parle le film. Et du coup, la première question qui me vient, est-ce que le film sera diffusé sur France Télé, en prime time ou pas, et dans les discussions entre la production et les diffuseurs, est-ce qu'il y a... comment le film a été accueilli, comment est-ce que ça se passe de cet endroit-là, j'ai presque envie de dire extrêmement politique, d'un film qui parle de lutte d'une certaine manière extrêmement subversive, et face à des médias mainstream, France Télé en étant entre autres, qui se trouve dans une contradiction fondamentale. Donc voilà, d'un côté on soutient une propagande gouvernementale, on invisibilise par des discours dans les JT, etc., les luttes que nous connaissons, et en même temps, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout pour soutenir ce travail? Effectivement, c'est une très très bonne question moi,
Voilà, dans la réponse me rend. Oui, je sais pas. Pour moi, il y a peut-être sûrement un grand malentendu. Là où il n'y a pas de malentendu, c'est que c'est un film pour le cinéma et pas pour la télévision. Donc ça, il le savait. Donc c'est un film qui va sortir en salle en février prochain, distribué par Jour de Fête. Et c'était un film, comme souvent mes films, par leur sujet, ce sont des films qui sont parfaitement infinançables. Je ne suis pas, bien sûr, le seul. On en a parlé encore cet après-midi à 2 reprises. Donc c'est très difficile à financer. Par contre, moi, depuis longtemps, j'ai appris à ne pas m'auto-censurer. C'est-à-dire que je vais tout le temps voir l'ensemble des guichets. Alors, en l'occurrence, pas du tout les guichets télévisuels, mais au sein des télés, les guichets cinéma. Hein, donc, c'est pas France 2 télévision, c'est France 2 cinéma qui a fait un préachat. La nuance est importante. Vous pouvez voir pourquoi. Donc pas d'autocensure de notre côté, mais par contre, voilà, on laisse aux institutions le fait de choisir ou non de nous suivre, donc de censurer ou pas nos projets. Donc là, celui-là, il était comme le précédent très difficile à financer, et donc on a fait évidemment cette demande à France Télévisions. Le fait de dire qu'on allait travailler à cette géographie, le fait de dire que c'est les femmes et les hommes qui composent ce mouvement, qui seront dans ce film, était pour moi bouleversante, mais enfin en tout cas c'était des personnes extrêmement dignes et tellement ancrées dans leur territoire, dans leur savoir-faire. Moi, c'est ce que j'ai vendu. C'était des paysages que les spectateurs de France Télévisions, je pense, ne voient pas tous les matins, quoi. Et je ne sais pourquoi. Vraiment, je ne peux pas vous répondre. Hein. Quand je suis sorti de l'entretien, je me suis dit, de ce premier entretien, je me suis dit, mais jamais. Il y a une infinité de chances que France Télévisions monte, et France Télévisions est montée. Voilà, donc ça veut dire que ça va être effectivement une fois, donc à une chronologie immédiate, donc dans 2 ans après la sortie, France Télévisions est censée, contractuellement en tout cas, diffuser le film. Alors ça en prime time, je ne sais pas, on ne peut pas le savoir encore, je ne le pense pas, mais est censé diffuser est contractuellement obligé de diffuser le film. La nuance entre France TV et France TV Cinéma, c'est quoi ? C'est que France TV, on travaille avec les directions, ils ont un regard sur le montage, sur tout, sur le casting, sur le final cut, sur France TV Cinéma. Quand on est là, on n'a plus. Je reste seul en montage avec mon camarade Gilles Volta, et voilà, il voit le film fini. Et ça change évidemment tout en termes de liberté d'expression. Et quand ils l'ont vu, ils n'ont rien dit, si ce n'est qu'ils nous ont demandé pour la diffusion que le dernier carton qui appelle les spectateurs à se rapprocher des comités locaux soit enlevé. Franchement, je vais vous dire, voilà, très bien, on va vous l'enlever, mais on touchera, voilà, on touche pas au fond, quoi. Enfin, voilà, on touche pas à la forme, mais on touche pas au fond. Donc voilà, c'est la seule demande qui a été faite. Bon, les prods ont demandé, on dit qu'il fallait répondre. Moi, j'étais plus bagarreur, mais bon, en l'occurrence, voilà. La dame au fond. Bonjour, on sent votre émotion aujourd'hui encore, on l'a sentait hier soir, et merci à Jeanne Doux de nous avoir permis d'avoir vu tout le film, parce qu'on est des témoins et on est potentiellement des passeurs en ce qui concerne. Et moi, ma première remarque en sortant du film, ça a été: mais qu'est-ce qu'on est loin qu'est-ce qu'on manque de couverture médiatique à propos de. C'est heureusement que vous êtes là, mais il faut aller les chercher, ces couvertures médiatiques, parce qu'elles ne viennent pas spontanément à nous. C'est fort dommage, et ça rebondit sur la question du monsieur d'avant, sur la couverture au niveau de la télévision. Et je voulais terminer en disant, on sait que vous êtes surtout aussi un cinéaste. Bien sûr, vous avez voulu témoigner, mais merci d'avoir
nous donner des moments de grâce, c'est-à-dire, exemple, le sourire du père quand il écoute son fils, qui est absolument merveilleux, et puis ces paysages, pour nous rappeler que la Terre est belle, même on le savait, parce que vous avez filmé des paysages absolument magnifiques entre les scènes, les scènes de violence et les... Voilà. Donc je voulais vous dire merci, et surtout, enfin, en ce qui me concerne, je vous être sûr que je serai un passeur, une passeuse, je ne sais pas si on peut dire une passeuse, concernant votre film. Merci encore. Merci madame. Ouais, mais ça, c'est vrai que cette question, dans cette géographie humaine, dans ce voyage qu'on voulait faire avec le film, qu'on voulait construire dans l'écriture de ce montage et la proposition qu'on voulait vous faire, elle devait rendre compte de la qualité d'affectation de ces personnes à leur territoire, à l'ensemble du vivant sur leur territoire, et donc la caméra devait témoigner de ça, essayer en tout cas de filmer ces visages comme des paysages, et ces paysages qui entourent ces visages comme des êtres vivants qu'ils sont. Et ça c'est pareil. C'est quelque chose de épaissir sa connaissance, sa connaissance, ses affects à son territoire. C'est le naturaliste qui nous dit dans le film. Hein, c'est se donner de la force, hein, pour nos luttes de demain. Oui, on peut, quand on croise les soulèvements. Un temps soit peu, on ne peut pas passer à côté. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très important chez eux, et qui est la meilleure nouvelle, je crois. Mais comme toujours, ces meilleures nouvelles ne font jamais la une des journaux. Mais oui, c'est qu'il y a une jeunesse qui n'est pas dépolitisée, loin de là, comme vous avez pu le voir, qui n'est pas repliée sur elle-même, loin de là, comme vous avez pu le voir, mais qui en plus... cherche à composer, mais très fortement, hein, avec l'ensemble du vivant. C'est pas que de la tactique. C'est pas que la tactique. C'est une stratégie de fond, de survivance, avec au cœur la question de la subsistance et de cet énorme travail qu'ils font d'économie de résistance. Parce que sous ce qu'on peut voir dans les médias, donc la 69, ces luttes contre l'accaparement des terres, de l'eau, de l'artificialisation des sols, donc ce de quoi est né le mouvement, il y a un travail mais considérable, et là on pourrait revenir à Lucie et Raymond Aubrac, qui préfaçait ce livre Votre campagne en 2006, ouais. À la découverte, et qui me disait pendant la résistance, nous au CNR, au Comité national de la résistance, ce qui nous manquait absolument, c'est cette question, cette impensée de la subsistance. C'était géré pour beaucoup depuis Londres, et on était démunis. Quand on va se réfugier dans une ferme et qu'on multiplie par 3 le nombre d'habitants, on ne peut pas subsister longtemps. Et là, ce qu'ils mettent au travail, mais c'est vraiment, on parle d'économie de résistance, mais à grande échelle. Hein. Leur grenier, c'est à grande échelle. Demain matin, ils peuvent nourrir 100 000 personnes sur une semaine pour une lutte. Mais c'est donc, et c'est pas que les greniers, c'est bien sûr les cantines derrière, mais c'est aussi la mutualisation de l'outil, son autoconstruction. Et quand on dit ça, c'est pas rien, c'est mettre au banc l'agro-techno-agriculture qui dépossède et qui endette le paysan devenu exploitant et devenu exploité de la FNSEA. Par contre, pour libérer ce paysan, pour revenir à la paysannerie, et voilà, il travaille à l'autoconstruction d'outils adaptés localement pour chaque terre, chaque territoire. Si tu es en montagne, si tu es en plaine, évidemment, tu n'as pas besoin du même outil. On l'autoconstruit, on libère les plans et on le mutualise, cet outil.
Mais pensons où ça met le Crédit Agricole. Je veux dire, mais au banc. Et au-delà de cette économie de subsistance, enfin, dans cette économie de subsistance, au-delà de la question des greniers, de la question des cantines, de la question de l'outil, de sa mutualisation, de la mutualisation en général, c'est aussi le prendre soin qui est mutualisé. Et le prendre soin, comment dire, c'est une énorme question, bien sûr une question évidente de longévité pour les militantes et les militants, qui sont fortement exposés, et à des violences, et à du surmenage, etc., etc. Mais c'est aussi un prendre soin de l'ensemble des gens avec qui ils composent, sur les manifestations, voilà. Ça passe par des bambineries, par évidemment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, enfin, etc., etc. On le connaît, ça commence à être parlé. Mais c'est aussi prendre soin, et on revient là sur nos pieds, de l'ensemble du vivant. Oui, je vous remercie de voir ce film, surtout pour faire voir que ce qu'on entend dans les médias, que ces mouvements sont des voyous, des casseurs, et ainsi de suite. Et on voit justement ces jeunes qui ont une maturité, mais d'enfer. Et moi, j'ai fait partie de Sainte-Soline, j'ai fait partie de la LGV, voilà. Et quand on les côtoie, on voit que vraiment, ils tiennent la route, et puis c'est vital pour eux, quoi. Voilà. Merci pour le film, de faire voir une autre partie de ce qu'on nous dit, quoi. Merci beaucoup. Voilà, alors si c'est un film réflexif et sensible, c'est sûr et que c'est un film de cinéma, et j'y tiens vraiment, qui se trouve très très éloigné de tout militant, enfin de film de forme militante. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans le récitatif, on n'est pas dans le dogmatisme, on n'est pas dans voilà. Mais par contre, effectivement, il y a une opération stratégique avec cet objet. Qui est tenté, c'est-à-dire de s'adresser au plus grand nombre à l'extérieur du mouvement pour, évidemment, dans un premier temps, renverser, casser cette figure ubuesque, enfin, une grossièreté monstrueuse, cette chose-trappe qu'a tenté l'État de cette figure monstrueuse de l'écoterrorisme, et de la renverser, mais simplement, juste en dévoilant les visages. Voilà, qui désarme complètement cette construction médiatique et policière qu'a voulu tenter l'État. Et qui a eu, comme le disait monsieur, et je reviens, du coup, ça me fait penser à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, qui a eu effectivement... qui a donné lieu, en fait, enfin, qui a instauré les soulèvements comme un contre-pouvoir. Parce que, par contre, cette opération de criminalisation a eu pour effet la création de 150 comités locaux, de plus de 200 000 personnes qui se sont dits membres des soulèvements de la Terre, etc., etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ces opérations-là ne sont pas... Tout le monde n'est pas dupe, même si les médias jouent, les grands médias jouent dans le sens, évidemment, du discours officiel. Et c'est vrai que donc, le film, là, dans son opération, lui, ce qu'il veut produire, et là, voilà, là, il y a un peu de stratégie, c'est un contre-feu, c'est-à-dire de ramener autour de ce mouvement suffisamment de citoyennes et de citoyens affectés positivement par la nécessité de défendre le vivant, et donc la jeunesse qui est au front, voilà, de protéger sa jeunesse, voilà, quand un État n'est plus capable de répondre à cette protection. Donc en ce sens-là, c'est là où on a tous et toutes un rôle à jouer. C'est-à-dire là, c'est le bouche à oreille, voilà. Il faut amener du monde au film pour que le film puisse produire ses propres effets afin qu'on soit collectivement affecté. Il y a un endroit, moi, je trouve extrêmement intéressant dans les soulèvements de la Terre. J'habite Castres.
Donc je connais, parmi mes camarades, des gens de la Voix est libre, etc. J'ai participé à quelques manifs pour la 69, mais au-delà de ça, ce que je sens, moi, extrêmement fort, c'est un mouvement extrêmement politisé, mais avec un désaveu du politique, même si l'action même des soulèvements de la Terre est extrêmement politique. Quand je dis désaveu du politique, c'est désaveu du politique politicien. Donc la démocratie représentative avec une remise en question de la démocratie, même si dans le fonctionnement même des assemblées et des comités, les prises de parole et les fonctionnements sont démocratiques, mais il y a un endroit du désaveu du politique tel qu'il est vécu, pratiqué, enfin, etc., et notamment par les plus jeunes générations, puisqu'elles sont, comme vous le disiez ou que tu le disais, dans l'urgence, vitale, j'ai envie de dire, quoi, et donc cet endroit-là, je le découvrirai quand je verrai le film, mais du coup, je me permets de poser la question, mais est-ce que cette dimension-là du politique, elle est abordée dans le film à travers les prises de parole? Ce sera l'Assemblée de répondre. Là où je te rejoins complètement sur la distance avec les pratiques politiciennes. Évidemment, c'est un lieu très politique, ce qu'ils inventent, mais qui a la particularité d'être ancré très fortement dans les territoires. Donc, du coup, qui est tout le temps lié à une pratique. Et ça, c'est vraiment très fort, très présent. Et je pense déterminant pour la longévité de ce mouvement. L'autre chose, c'est... Alors, par contre, je ne suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec toi sur la question de la démocratie, parce que la démocratie, ils sont plein dedans, mais ils la réinventent. Ils la réinventent dans la mesure où ils sont... Ils sont en train de travailler quelque chose d'une politique du sensible, au sens que donne le camarade Rancière à ça, c'est-à-dire vraiment à redistribuer les places et les parts de chacun dans une horizontalité émancipatrice. C'est sérieux là. C'est-à-dire, ce qui est au travail là, c'est extrêmement conséquent. Alors évidemment que ça passe pas par des bureaux de vote là chez eux, mais la question de la démocratie, la question de ce qui se déplace des parts et des places de chacun et de chacune est extrêmement forte. Et comment ces personnes affectées sont après en capacité, mise en puissance par ce déplacement. Mais c'est très fort. Et là, j'ai envie de ça peut peut-être... On peut revenir à mes premières lectures. Je suis un grand lecteur de Spinoza depuis fort longtemps. Et si vous voulez, l'infinité de la causalité de la nature, ce qu'il appelle Dieu, ça m'a toujours parlé. C'est-à-dire qu'on est toutes et tous en lien, en relation intrinsèque et substantielle avec l'ensemble du vivant. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'en lisant l'éthique ou en lisant le traité théologico-politique, on le perçoit très très bien, c'est très clair, c'est une pensée extrêmement éclairante qui... Bon, on ne va pas développer Spinoza, mais ça reste un texte super puissant, un effort intellectuel monstrueux, et j'ai l'impression, en rencontrant ces jeunes gens et ce mouvement intergénérationnel, de voir se traduire en actes ce que Spinoza pensait il y a 4 siècles. Et ça, comment vous dire, vous me parlez de ma sensibilité ou de mon émotion, madame, tout à l'heure. Ouais, je suis en pleine émotion et c'est sûrement la plus belle chose qui m'était donnée à voir de ma vie. Et qui est plein d'espoir, parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire, il touche quelque chose d'un avenir d'émancipation, mais que eux vivent, c'est un déjà là. C'est-à-dire que ça nous tend les bras, c'est là, c'est sous nos yeux.
Ils vivent ainsi. Et la question suivante, c'est voilà, qu'attendons-nous pour les rejoindre? Oui, moi je voudrais revenir à une question, c'est quelle est votre interprétation de la surréaction de l'État, en l'occurrence du ministère de l'Intérieur, lors des événements de Sainte-Soline? C'est-à-dire, bon, tout ce qu'on a tous connu, c'est ce dispositif énorme qui a été mis en place pour un événement qui finalement aurait pu passer presque inaperçu dans les médias et qui a joué contre eux, mais quelle est votre interprétation de cette surréaction et finalement, après, plus loin, derrière, l'écoterrorisme, etc. Et en quoi le fait de ne pas laisser de côté, comme ils font d'habitude, ce genre d'action, et même des idées que vous venez de soulever, là, hein, parce que c'est bien d'avoir les idées, mais on sait qu'on est dans un cercle assez restreint d'accès à ces idées-là, et que ce qu'on appelle les grands médias les diffusent pratiquement jamais, voire jamais. Donc quelle est votre interprétation de leur réaction vis-à-vis de ce mouvement, et finalement du fait de l'avoir mis en avant aussi? Votre analyse, en fait. Ouais, mais je vais la faire courte parce que ça serait un peu long, hein, mais d'abord, je pense que quand un État réagit aussi fort, c'est que ce qui est porté en face est très conséquent. Ça, c'est la première chose. Bon, ça recoupe tout ce qu'on vient de dire, je ne vais pas vous la refaire. Et la seconde, c'est que nos États... selon moi et d'autres, dans leur accompagnement du capitalisme, ont aujourd'hui passé un pas, enfin franchi une ligne qui est pour moi une ligne rouge, où on est ils deviennent les lieutenants par leur bras armés là. Alors, comment on va le qualifier, des totalitarismes qui viennent, il ne faut pas dire des fascismes. Et ça, je pense que pour tout citoyenne ou citoyen, ça doit être quelque chose à fortement interroger. Comment on peut transformer en un champ où il n'y a pas la moindre trace d'infrastructure, où il n'y a pas la moindre machine, il n'y a qu'un trou et un champ, 30 000 personnes. Donc ils auraient laissé faire la manifestation. Il y aurait eu une manifestation, mais rien n'aurait pu être détruit. Enfin, voilà, il n'y a pas de, voilà, c'était une manifestation symbolique. En s'opposant là, et en opposant 5200 grenades en moins de 2 heures à ce corps de 30 000 personnes, ils savent qu'ils créent une scène de guerre. Une scène de guerre qu'ils réservent en particulier à une jeunesse, même si c'est un mouvement et qu'il y a plein de générations qui étaient sur Sainte-Soline qui étaient là, mais qui est porté par la jeunesse. Voilà. Et quand un État, une société se retourne à des actions à ce point macrophages sur sa propre jeunesse, en médecine, ça s'appelle un cancer, mais en politique, ça s'appelle du fascisme. Voilà. Et donc, il y a grand temps de soigner la bête. Alors, y a-t-il peut-être une dernière intervention dans le cadre? Alors, les deux, monsieur, madame. Bien, moi je voulais dire d'une part que j'avais énormément aimé votre film, qui m'a déplacée, et qu'en plus j'ai trouvé ça formidable de voir la première partie dans cette ambiance d'orage, et voilà, qu'est-ce que ça renforçait encore. Mais et vraiment j'ai trouvé en particulier les jeunes femmes absolument formidables. Et quand je dis déplacée, c'est par exemple la bouchère, enfin voilà, on n'attend pas ça.
Et pour avoir été, j'étais enseignante à la fac de Nantes à côté de la ZAD pendant des années et je les ai fréquentés pas mal. Et en même temps, je trouvais votre point de vue un peu trop angélique. Ça rejoint un peu ce que disait le monsieur devant moi là. Parce que ça s'accompagne. Alors, il y a des gens formidables comme ça, et c'est à ceux-là que vous donnez la parole. Mais c'était aussi la ZAD, en tout cas. Alors, le mouvement de la Terre, je ne sais pas. Mais c'était aussi le lieu des Black Blocs, et c'était très compliqué à la fac parce qu'ils venaient tout péter tout le temps, etc. Alors, en disant que c'était une violence légitime parce qu'ils subissaient de la violence. Mais ce sont aussi des gens qui ne votent pas. Et même s'ils inventent une démocratie autre et formidable et dans leurs assemblées, avec moi ça me pose problème quand on a le paysage politique qu'on a de ne pas voter du tout. Donc voilà, donc je veux dire c'est une vision qui les rend tellement formidables, mais moi celle que j'ai pratiquée à côté de la ZAD et avec les étudiants qui venaient où on y allait, etc. Elle était nettement plus contrastée que cette vision-là. Il n'y a pas de question. Ben oui, est-ce que vous... Pourquoi... La question, c'est pourquoi cette face obscure n'est pas du tout présente dans votre film? La face obscure serait donc l'existence des Black Blocs. La ZAD, c'était ça aussi. Ouais, mais là, dans le film, il y a 3 temps de sensorium qui donc étaient, ces 3 temps. Donc le premier revient sur la proto-histoire du mouvement qui effectivement se passe à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une ZAD sur Notre-Dame-des-Landes qui a lutté contre le projet d'un aéroport qui a été abandonné. Suite à quoi l'État, en guise de bons et loyaux services à sa population locale, a rasé la ZAD après la victoire, donc l'abandon du projet, qui s'est reconstruite pour partie par la suite. Donc ça c'est le premier sensorium. Le deuxième sensorium c'est autour du schisme sans souligne et comment ce qu'ils ont vécu, on a essayé de travailler ça et comment ils ont rebondi, ils ont retrouvé le souffle, pris soin et voilà. Et le troisième sensorium c'est sur les différentes modalités de lutte. Et que ce soit dans le deuxième sensorium ou dans le troisième, on voit de la confrontation. Il y a des Black Blocs. Il y a des Black Blocs. Je ne sais pas si c'est constitutif au soulèvement de la Terre, je ne peux pas répondre à leur place, mais ils sont présents. Donc voilà, ça s'est montré. Mais moi j'ai une vraie question à poser, y compris à l'enseignante du supérieur que vous êtes. Ne pensez-vous pas aujourd'hui que l'attaque qui est portée sur les biens publics, que ce soit l'éducation, l'enseignement, l'hôpital, l'énergie, la justice, les retraites, est tolérable? Non. Et donc, face à des violences aussi conséquentes sur nos institutions, qui ne seront jamais seules émancipatrices d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi des groupes, des petits groupes, ou des groupes plus ou moins gros, à certains moments de l'histoire puissent apparaître. Et donc, pour moi, voilà, il y a dans cette composition effectivement une frange de personnes qui sont plus déterminées que d'autres. Et la force des soulèvements, elle est précisément dans cette composition-là, de pouvoir composer autant avec les Black Blocs qu'avec Attaque ou je ne sais pas qui, et d'avoir l'intelligence collective d'être là déjà d'être là, et de penser leur lutte à la bonne échelle. C'est la personne qui est sur le glacier qui nous dit ça hier.
Voilà, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, ça va pas, ils vont pas. Enfin, quand on prend 5200 grenades, c'est normal qu'on en envoie quelques-unes en face. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut répondre à certains moments. Enfin, voilà, de la violence contre la violence, ça existe. Bon, on peut répondre à la violence. Il n'y a pas de, voilà, moi je ne vois pas. Enfin, à partir du moment où on franchit cette ligne rouge, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas penser l'idée d'une expression violente, parce qu'on la reçoit. Enfin, on la reçoit. Bon, mais effectivement, ce n'est pas la réponse première, systématique des soulèvements de la Terre. Alors, on va devoir bientôt s'arrêter. Je voulais juste, par rapport à ça, une dernière peut-être question pour moi sur, j'ai presque envie de dire, le droit à l'image des militants. Hier, tu m'as dit qu'il y avait un certain nombre de militants des soulèvements que tu connaissais qui étaient venus voir le film. Très attentif justement aux résultats du film. Le film va sortir en février prochain et je sentais qu'il y avait même de ton côté et beaucoup d'émotions, mais une petite tension aussi sur la manière dont les soulèvements et les militants vont accepter ce film, le porter eux-mêmes, sachant encore une fois, et on a commencé par ça, les risques qu'ils prennent eux-mêmes dans leur engagement. Oui, donc évidemment, donc c'était pour moi, c'est toujours qu'à chaque fois qu'on fait un film, sur des sujets pareils, évidemment qu'on pense aux protagonistes avant tout. Et donc du coup, bien sûr, les protagonistes du film ont vu le film en amont, en projection d'équipe, comme il se doit. Mais c'est vrai que je suis très, très attentif, effectivement, à la réception du public en général, et tout particulièrement, évidemment, des soulèvements. Effectivement, hier soir, il y avait des jeunes personnes qui étaient là, qui sont venues très loin pour voir comment on réagissait à ce film, comment c'était perçu, comment... Et puis, donc moi, du coup, évidemment, on se connaît, donc on se connaît très bien même. Donc du coup, je suis allé vers eux et je leur ai demandé, la première question, c'est qu'est-ce que vous avez fait, vous, quoi. Enfin, et ils me sont tombés dans les bras, t'étais témoin. Et on s'est embrassés. Bon, voilà, donc, ouais, je pense que le contrat et le régime de confiance n'a pas été rompu. En tout cas, grand merci Thomas pour ce film.